conseil communautaire à Bertry. Monsieur Olivier, bonjour. Alors, Bonjour. bonsoir. Nous sommes ici réunis dans la salle des fêtes où finalement il y a une réunion de la C2AC. Oui, une réunion communautaire, le Val d'Oriot n'étant pas disponible aujourd'hui, on a pris notre salle qui est quand même assez grande, donc ça, on était bien dans les respects des règles sanitaires. Alors, cette réunion était importante. Pourquoi avoir choisi Bertry? Pourquoi avoir choisi Bertry? C'est parce que c'est à Bertry que nous faisons régulièrement à la CA2C les réunions de maires. Ce qu'on appelle la conférence des maires, où nous préparons globalement les projets avec toutes les communes et ensuite ça passe en conseil communautaire. Et la salle ayant l'espace, on s'y prête. Et puis Bertry est aussi géographiquement un point central dans la communauté, qu'on vienne d'Avesnes-les-Aubert ou la Groise, la distance est quasi identique. Alors, on va parler du crématorium. C'est quelque chose qui tient à cœur. Ouais. Bon, là, on a voté le budget pour 2021, puis le budget 2020 a été approuvé. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Je peux dire que, tout d'abord, c'est une belle opération pour notre territoire. Le président le disait tout à l'heure, aujourd'hui, si nous sommes à 1200 crémations, c'est qu'il y avait un besoin sur notre territoire. Et que, on l'a mis en route en 2014. Il faut savoir qu'avant, on allait à Aumont, on allait à Beuvrages, on allait quand même à 50 km de chez nous, en moyenne. Aujourd'hui, on a ça à domicile. On a fait en 2020 proche de 1200 crémations, ce qui est quand même un chiffre important. Important lié malheureusement, et je le redis, à la crise du Covid, et puis également à la rénovation du four d'Aumont. Donc on a travaillé un petit peu en plus. Faut pas espérer faire 1200 crémations tous les ans. Alors, le four a été changé il y a à peu près 2 ans. Oui, le four a été changé il y a un an et demi. On a eu au départ un four en 2014 qui n'a pas duré longtemps, qui avait beaucoup de défauts et qui était très énergivore. Aujourd'hui, on a racheté un nouveau four qui lui a été construit en usine et est arrivé sur roulette. Quelque part, c'est assez impressionnant. Et ce four nous fait un gain aujourd'hui de 45% d'énergie. Et ce four va nous permettre également un mode de récupération discret de chaleur, notamment pour les locaux. Alors, c'est un mode que les gens choisissent. Actuellement, apparemment, il y a 6 crémations par jour. Oui. Alors, malheureusement, oui, quelque part. Oui, le personnel s'est adapté à la crise et à la demande du Covid, aux exigences. Et nous n'avons pas souhaité stocker trop de corps et faire attendre les familles trop longtemps. Donc le personnel s'est adapté et nous faisons 6 crémations par jour et le samedi. Nous travaillons le samedi. Comment se comporte le personnel? Parce que je crois que c'est des moments qui sont compliqués, la douleur de la famille, et faire fonctionner le service, parce que c'est un service public. C'est un service public et j'y tiens. Je pense que c'est important que nous restions quand même dans le service public, une certaine concurrence et une certaine maîtrise du système. Le personnel, moi je peux vous dire qu'on peut leur adresser toutes nos félicitations. Ils sont là quand même, ils sont présents auprès des familles qui bien souvent sont en difficulté ou sont dans la souffrance, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, en ce moment, c'est d'autant plus une souffrance importante, c'est que les cérémonies vont relativement vite. On n'a plus le droit de réunir les gens, donc le deuil ne se fait plus non plus sur la durée, ça va relativement vite. C'est un peu perturbant pour les familles. Et je dirais le personnel, c'est dur aussi, parce qu'on a des consignes que j'oserais dire de l'État sur le monde funéraire et le Covid, il faut les appliquer, un protocole, et aujourd'hui on est content d'avoir un protocole. On a quand même travaillé pendant quelques semaines avec le Covid sans protocole, il faut le savoir, les pompes funèbres ont travaillé comme ça un peu dans le flou, on s'était donné des règles, mais on n'avait pas la réalité des choses. Alors, à la fin de cette assemblée, vous avez parlé d'un terrain que la communauté d'Aglo dispose, et vous avez un projet qui est ambitieux. Oui,
Oui, j'en verrai personnellement peut-être pas le boom, mais moi aussi je l'espère quand même. Oui, alors nous avons 16 hectares de terre en propriété en bordure du contournement de Caudry. Bon, aujourd'hui, il faut savoir que ce contournement a une vocation tout à fait économique à plus long terme, hein, et on a l'intention de garder ces terres comme réserve foncière. Donc, à un moment donné, on sait qu'il y aura des aménagements dans, 20 ou 25 ans. Donc, l'idée d'implanter du miscanthus, qui est l'herbe à éléphant. Il y en a dans l'Aisne, à Vaux-en-Digny, au-dessus de Vaux-en-Digny. Et ce miscanthus demande peu d'entretien et fournit une bonne énergie calorifère, quoi. Et ça se trouve tout près de la piscine de Caudry, donc tout près du Val de Rio, etc. Donc notre idée, c'est d'implanter un réseau de chaleur, une grosse chaudière pour tout le monde et des tuyaux qui envoient la chaleur au Val de Rio, à la piscine, à la fabrique, aux salles de sport de Caudry qui sont dans la proximité. Et c'est un projet qui démarrait quand ? Alors ce projet, là les terres vont être occupées pour le contournement, donc on va le considérer pendant une année. On a une année de réflexion. Ensuite on a ce miscanthus, on le plante, parce que c'est un rhizome, on ne le sème pas, on le plante. Et il donne 3 ans pour être mature. Donc on se donne une année de travail, de réflexion. On plante le miscanthus, on continue l'étude et puis on se dit que on espère être prêt à peu près à la maturité du miscanthus. Donc, vous savez, des projets de cette ampleur-là, ça prend 4 à 7 ans chez nous. Il faut le savoir, hein, une piscine, piscine de Caudry, on a mis un mandat et demi pour l'avoir. Donc, on est dans ce cadre-là. Bah, merci beaucoup et puis rien. Bonne continuation. Mais on en reparlera du miscanthus, hein. Peut-être des éléphants aussi, mais... Allez. Je pense que dans le contexte sanitaire, c'est difficile de réunir tous nos délégués, mais la loi nous l'impose pour les plusieurs points qui étaient à l'ordre du jour. L'ambiance était calme et sereine. Bien sûr, on a souhaité d'abord des vœux de rétablissement à certains d'entre nous qui subissent un peu le Covid, à d'autres qui s'en sont sortis et qui sont présents. Mais le climat était calme et serein puisqu'il y a beaucoup de réunions préparatoires à l'arrivée au Conseil communautaire. Alors comment ça se passe avant cette réunion, qu'est-ce que vous avez comme réunion Tout d'abord, en général, tous les mois, on a un bureau exécutif qui réunit le président et les VP, chacun dans leur domaine. Après, on a des réunions thématiques selon les objets, selon les commissions, selon le vice-président concerné avec les maires qui se sont inscrits. Après, nous avons une conférence des maires. C'est là où les 46 maires se réunissent. On valide, on propose des points. Si la majorité valide, ça vient au conseil communautaire. Si c'est pas validé, je le reporte et je demande qu'on y retravaille. Et après, on arrive au conseil communautaire. Donc c'est pour ça que ça se passe toujours très bien ici Oui, c'est ce que souligne le monsieur le sous-préfet et la CRC. Il y a beaucoup de débats entre nous. Il faut savoir que c'est une agglo qui est pas facile entre 2 villes, 4 bourgs-centres et 40 communes purement rurales. Donc il faut toujours trouver les équilibres, faire passer les messages et aussi prévoir des affectations de financement et d'aide pour des communes rurales. Alors ici, au mois d'avril, vous deviez valider le compte administratif, donc le budget de l'année dernière. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé d'une part que les résultats sont très probants puisqu'on fait de la compta analytique derrière et donc on a redressé progressivement la situation des années précédentes, donc on a assaini notre situation. On fait partie plus de rigueur budgétaire et de suivi de nos dépenses tout en maintenant le cap pour rendre des services à la population. Et on commence à voir le résultat sur des travaux d'investissement, la recherche des subventions qu'on a développées depuis 3 ans. On ne gaspille plus l'argent, on fait de la recherche optimale et surtout on dépose des projets énormes en subvention de plus en plus. Ça fait plusieurs années que vous ne faites plus de prêts. On n'a pas fait de prêts depuis 4 ans. On ne fait plus d'emprunts, ça veut dire que notre capital restant dû diminue, notre crédibilité et nos indicateurs financiers sont bons pour une communauté d'agglo qui est quand même de taille moyenne. Il y a dans les Hauts-de-France et dans le département du Nord, il y a des communautés d'agglo beaucoup plus puissantes. Nous, on n'a que 66 500 habitants. Alors, vous avez évidemment fixé les taux, et ça les gens qui nous écoutent vont être attentifs. Donc, la fiscalité en 2021, qu'est-ce que ça va donner ?
Les taux, on est parti d'un postulat de départ, on a optimisé la gestion, c'est pas pour augmenter la fiscalité. Donc les taux restent stables, il n'y aura pas de hausse de fiscalité. Je pense que les gens demandent de plus en plus de services et nous intervenons par le biais de toutes nos brigades un peu partout. On a quand même des charges fixes qu'on diminue et on n'augmentera pas, contrairement à l'électricité, au gaz que vous payez régulièrement, qui augmente tout le temps. Donc on assume ces coûts sur notre budget en faisant des recherches. Donc les taux n'ont pas évolué. On avait un doute sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ce qu'on appelle la TOM, qui est basée sur le foncier bâti. C'est le propriétaire qui paye, mais en cas de location, il peut le faire payer au locataire dans les contrats, puisque le Ciaved nous annonçait des hausses de plus de 3% des cotisations de l'agglo qui verse au Ciaved. On a fait des réunions conséquentes, lourdes, et puis on a montré que nous, notre agglo, on a une capacité d'avoir de l'analyse financière, et donc on a fait baisser la hausse par an à 0,48%. Et on a supprimé des hausses ponctuelles dans le cadre du Ciaved qui étaient inutiles dès lors qu'on avait des lignes sur lesquelles le Ciaved pouvait aussi montrer l'exemple. Le Ciaved est un établissement qui relie plusieurs collectivités locales. On nous sert la vis. On doit montrer l'exemple aussi plus haut dans ces structures entre collectivités locales. Mais le message est bien passé avec le président de la CAPH, le président du Cœur d'Ostrovance et le Douaisis, et puis le président du Ciaved. Alors l'État a supprimé la taxe d'habitation. Est-ce que vous allez ressentir quelque chose au niveau de vos finances ? Nous, l'agglo ne touchait pas beaucoup la TH. On touchait une partie de la taxe foncière sur le bâti. C'est plutôt les communes. Bon, sur la TH, les communes, depuis 2018, l'État est venu en compensation. Alors c'est beau de dire qu'on vient en compensation, mais il n'y a plus de dynamique d'évolution de ces taux. Avant, on arrivait à 1% par an, ce qui faisait pas l'augmentation du coût de la vie, mais c'était un plus. Ça, c'est parti. Ici, à l'agglo, on joue un peu uniquement sur le foncier bâti. La plus grande enveloppe que l'on a, nous, c'est sur la CVAE, c'est l'ancienne taxe professionnelle. Mais l'État a accordé des dégrèvements pour cette taxe sur l'impôt de productivité, que je peux comprendre, qui peuvent aller jusqu'à 30%, avec soi-disant une compensation. Mais vous savez bien que l'État demain, la compensation, est-ce qu'il va la perdurer ? C'est toute la question que se posent les maires de France actuellement. Demain, il faudra certainement mettre au bassinet pour aider le redressement de la France sur le plan économique suite à la crise sanitaire. Et je pense que ces compensations sont dans le viseur des futurs présidents de la République. Alors, parmi les 35 ou 36 questions qui étaient à l'ordre du jour, vous avez encore souhaité aider les entreprises dans des projets plus ou moins importants. Oui, on fait toujours des aides aux artisans, PME, PMI des entreprises sur tout notre territoire. Donc là, on a un protocole d'accord, on a un suivi et à chaque fois, on aide soit dans le grand développement économique, soit dans les artisans, PME, PMI. Aujourd'hui, il y avait plusieurs dossiers qui étaient mûrs. Il y en aura d'autres au mois de juin parce qu'ils sont déjà en préparation. Et on a aidé, par exemple, au Cateau, Mayflower pour un équipement. On a aidé à Ligny, on a aidé à Caudry. On va dans toutes les communes, quoi. Et qu'est-ce qu'il faut faire si on a un dossier à déposer ? Il faut prendre contact avec l'agglo. On a un référent gestionnaire des projets. Il se rendra chez les commerçants artisans PME. En ce moment, il y en a plusieurs qui sont intéressés au Cateau. On va leur demander des devis des projets et puis on va leur dire qu'est-ce qui est éligible, qu'est-ce qui n'est pas. En général, on arrive à sortir des équipements éligibles. Là, il y avait un projet à Saint-Souplet, c'est un peu plus de 5 000. Au Cateau, c'est dans les 5 000. 10 000 euros pour un autre projet. Donc, on voit sur facture et puis on dit oui ou non. Mais il faut qu'il y ait un critère. Voilà. Et on ne fait pas de distorsion, si vous voulez, dans l'attribution entre les villes par rapport aux communes rurales. D'accord. Ce qui est quand même un plus. Ici, la boulangerie de Saint-Souplet a encore eu une aide non négligeable pour un dépôt-vente. Très très bien. Alors, ici on est au mois d'avril, quels sont les prochains grands points, les prochaines grandes réunions qui auront lieu peut-être juillet ? Dans le contexte actuel, c'est difficile parce que se réunir, c'est encore compliqué. Bon, là, moi, je souligne qu'il y a quand même quasiment tous les conseillers communautaires sont là, sauf ceux qui
qui sont touchés par la maladie ou pour des raisons bien personnelles. Les échéances, ça sera fin juin, début juillet, mais bon, nul n'échappe que de mobiliser des maires qui vont rentrer aussi pour certains en campagne électorale et puis les votes du 20 et 27 juin. Après, il faudra néanmoins qu'on commence à réfléchir en amont sur les ordres du jour parce qu'on a des gros dossiers qui vont arriver. Lesquels? Je ne peux pas tout dévoiler, mais vous avez vu qu'on a déposé quelques gros dossiers pour Ors, Bois-l'Évêque, pour le tourisme. Hein. C'est conséquent, hein, ça n'avait jamais bougé depuis X années. Hein. Là, Ors, Bois-l'Évêque, la maison de l'Écluse et demain la gare de stationnement des camping-cars à Catillon, plus ouverture de la Sambre. Bon, mais le but là, c'est mes collègues se rendent compte que en allant chercher des fonds, là c'est notamment la région qui a déjà donné son accord. 60%. 60% plus encore 10%. Voilà, donc c'est non négligeable. Et le département vient aussi pour une partie. En gros, on ne peut pas dépasser les 80%. Donc on étudie tous les projets. Après, on a un autre projet sur les terres agricoles, mais je pense que Jacques Olivier vous a expliqué sur nos hectares, puisqu'on veut donner à notre agglo aussi une image de cadre de vie de développement durable. Et il faut que l'on fasse ce type de projet. Après, Stéphane Jumeau, qui est un autre VP, a défendu d'autres projets liés au développement durable, c'est-à-dire qu'on va mettre des panneaux photovoltaïques sur notre site de la Ruche, qui va nous permettre de nous alimenter en électricité. Et puis sur la zone au-dessus de Trémois, les 3 hectares qui nous restent, on envisage un projet de panneaux photovoltaïques. Je rassure les Cartésiens, c'est pas des éoliennes. 2 points quand même qui me tenaient à cœur aujourd'hui et j'ai dû me freiner. C'est l'hôpital. L'hôpital avec le financement du parking. Compte tenu du contexte, 120 000 euros à l'hôpital, 80 000 euros à la ville et 80 000 euros à l'agglo. C'est passé à l'unanimité. Donc ils vont récupérer un terrain agricole. Ils ont déjà acheté le terrain agricole. C'est au-dessus de l'espace santé, il y a un premier parking. Et c'est le terrain juste à côté. Pourra augmenter la capacité de 80 à 90 places parce que on a d'énormes problèmes suite, je dirais, au succès. C'est pas toujours par bonheur qu'on va à l'hôpital, mais aussi au développement des consultations spécialisées. Donc les gens qui nous regardent, qui habitent le boulevard, ils vont peut-être être rassurés parce que c'est pas toujours évident. C'est un peu pour ça aussi qu'il y a eu du mécontentement dans le personnel du pôle de santé, chez les riverains. Les médecins également. Les médecins aussi, parce qu'eux, ils viennent, ils repartent pour certains praticiens. Mais bon, je les rassure, et puis on va essayer de leur satisfaire avec le projet d'Aldi, avec le laboratoire, et une partie aussi des bâtiments qui seront réaffectés à l'hôpital pour des consultations avancées. Donc vous nous confirmez qu'Aldi sera pris par le laboratoire Selem? Oui, l'équipe, M. Philippe Selem, avec la direction de l'hôpital, travaille là-dessus, sur le concept architectural, c'est-à-dire on ne touchera pas trop au mur extérieur, même si on n'est pas dans le périmètre, excepté des fenêtres, mais c'est la surface qui va être découpée. Voilà, mais le projet travaille. Comme tout projet, vous savez, les gens ne pensent pas que depuis la crise sanitaire, que tout est ralenti. Hein. C'est-à-dire que même s'ils ne travaillent pas eux-mêmes pour diverses raisons, les entreprises souffrent, etc. Et puis il y a des gens qui ne se déplacent plus, quoi. La visioconférence sur des projets de ce type, elle ne peut pas toujours se faire. Il faut que les gens se déplacent et prennent les mesures. Mais ce projet avance. Mon premier mandat, j'ai été toujours un peu excité, énervé. Je voulais que ça aille vite. Maintenant, la sagesse arrivant... Vous êtes moins énervé? Oui, beaucoup plus calme. C'est pour ça que mes collègues m'écoutent un peu plus et j'essaye de raisonner en essayant de voir toutes les problématiques que ça peut poser. Et puis en plus, au Cateau, il y a quand même le périmètre classé. Mais on avance progressivement, mais on y arrivera. On y arrivera parce qu'il ne faut pas non plus mettre en risque et en péril, c'est ce que je dis toujours, les finances de la ville, comme ici, ou de l'agglo. Vous disiez fort justement, ça fait 4 ans qu'on n'a pas fait le recours à l'emprunt. On assainit notre endettement et on devient crédible. Et moi, j'ai d'excellents rapports avec monsieur le sous-préfet et dès lors, on peut déposer des projets de subvention parce qu'on sait qu'on pourra mettre la quote-part. Voilà. Mais c'est une excellente réunion et puis j'ai la chance d'avoir aussi des collaborateurs qui font un travail formidable dans mon staff managérial. Et puis j'ai des professionnels dans tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, j'ai donné un petit clin d'œil au personnel du Crémato
crématorium qui vit depuis plus d'1 an dans des conditions difficiles, puisqu'on a eu beaucoup plus d'inhumations. En plus, le crémato d'Aumont a fermé et qui ont accepté de travailler en plus le samedi pour pas bloquer les inhumations. Donc voilà, bon, après il faut créer beaucoup de liens aussi avec le personnel, être à l'écoute, il y a des réunions avec les représentants, etc. Et puis il y a du personnel qui est aussi obligé d'être absent pour raison de maladie. Voilà. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci à vous de toujours être présent, merci à Claude qui tient bien la caméra. Merci à vous.